comme ça, pour le son, c'est pas un problème. Pour mettre sa bière en keg, ben voilà, il y a déjà différents types de keg. Pour le brasseur amateur, le plus simple, c'est l'introuvable soda keg. Donc c'est un keg qui est issu des sodas. Généralement, Pepsi et Coca-Cola utilisaient ces kegs pour faire ce qu'on appelait des prémix, je pense. Et donc aussi, avant, il y a pas mal dans des festivals, le Coca était distribué aussi à la pompe. Et donc, c'est plus utilisé aujourd'hui et tous ces kegs sont encore passés dans le brassage amateur, dans les petites brasseries débutantes. Et maintenant, encore même dans les petites brasseries, avec les nouveaux types de fûts, avec les poches en plastique et tout le bazar, même les petites brasseries revendent encore leur soda keg. Voilà, on est passé sur du jetable. Après, quand on est brasseur amateur, c'est quand même intéressant de réutiliser. Voilà. Et qui dit réutiliser, dit nettoyer. Nettoyer un keg, c'est pas nécessairement aussi simple, il faut pouvoir les ouvrir et tout ça. Et donc, je vais peut-être vous montrer l'intérieur, après la plupart connaissent peut-être. L'intérêt aussi du soda keg, c'est qu'il y a une soupape, généralement. Et donc on peut régler la pression, l'ouvrir, le fermer, enfin voilà, on peut ajuster la carbonation de la bière. On sait facilement dégazer la bière s'il y a besoin. Ici les suppressions. Donc la première chose à faire quand on ouvre un keg, c'est toujours dépressuriser, que ce soit un keg normal ou un soda keg. Voilà, il est dépressurisé, après je peux l'ouvrir. Et donc le soda keg est composé d'un couvercle comme ceci, avec la soupape qui est démontable. Et si je ne vais pas le faire, donc il y a un joint. Et donc pour le nettoyage, soit on le fait à la main. Alors là, à la main, je vous conseille de tout démonter en fait. Démonter toutes les tutes et tous les plongeurs. Et carrément essayer d'aller mettre le bras s'il y a moyen, ou en tout cas, il y en a qui n'y arrivent pas. Ou alors mettre vraiment de la soude ou quoi, et faire rouler le keg. Maintenant, j'en ai eu marre et je suis passé à un truc plus automatique. Et donc je me suis fabriqué une laveuse de fût. Donc je fais un circuit fermé, j'envoie de la soude et après de l'acide. Et donc c'est un seau de 30 litres de fermentation dans lequel j'ai installé en fait une tige avec une boule de lavage. Je mets le keg à l'envers dessus. J'envoie donc par la boule de lavage, le keg est à l'envers, et par les connecteurs. Donc ça me nettoie les plongeurs. Du coup, je ne démonte plus du tout, je ne démonte plus les connecteurs. Et donc, voilà. Mais à la main, moi, il y en a qui ne le font pas, mais ici, quand on démonte les connecteurs, on se rend compte que parfois c'est un peu sale. Donc, ça se démonte entièrement. Mettre tout ça dans de la soude, enfin, du chimico. Et voilà, on démonte le plongeur. C'est assez facile à démonter, ça va super vite. Le plongeur, ça paraît, c'est super. Ouais, donc en fait, de ce côté-ci, ça c'est la sortie d'air. Le principe, c'est que donc, on injecte du CO2 par ce côté-ci, par le dessus de la bière. Donc là, c'est un tout petit plongeur. Vous voyez, donc le CO2 va arriver par dessus. Et donc la pression va monter dans le keg et donc la bière va sortir en remontant par le bas. Donc forcément quand on tire un keg au départ, s'il est refermenté, on tire toujours la levure en premier. Et donc pour carbonater aussi la bière en keg, il y a plusieurs techniques. Soit on fait un resucrage, comme une refermentation. Soit, donc ça prend aussi 2-3 semaines. Par contre, moi je l'ai fait qu'une fois. C'est ce que j'allais dire. On dit de sucrer à 4-5 grammes au litre, généralement. Maintenant, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Je ne sais pas, toi, je sais. Tu sais, rajouter du CO2 dedans après, ça pousse. Je pense pas que ce soit ça. Non. Bah, globalement, on avait offert le plus plat que le moins carbonaté que j'avais envie. Peut-être, ouais, c'est peut-être ça. Est-ce que tu laisses c'est écrit dans les politique une expo. Ouais. Pardon, et voilà,
après, par contre, il y en a qui font ça quand ils n'ont pas, par exemple, de bouteilles de CO2. Donc, maintenant, quand tu commences à passer sur du cake, il faut quand même investir dans pas mal de petits matériels qui coûtent un peu cher au départ, mais il faut une bouteille de CO2, ça c'est clair, parce qu'on ne peut pas mettre une bière dans un keg sans purger le keg au CO2. Voilà, hein? Purger le keg, ça veut dire que tu envoies du CO2 dans le keg pour chasser l'air. Oui. Et l'idéal, à la limite, c'est de l'envoyer par le plongeur bière, comme ça tu envoies le CO2 par en bas, et tu purges généralement 3 fois. Quoi. Moi j'envoie un demi-bar, c'est suffisant, tu purges 3 fois. Et donc le CO2 est plus lourd que l'air, de toute façon il va prendre la place. Et donc après tu purges et tu remplis ta bière en mettant le tuyau jusqu'au fond. Et après, une fois que tu arrives, il faut se mettre juste... Quand tu la remplis, c'est par le gros trou. Ouais. Ah oui? Avec un tuyau en fait. Bah, tu pourrais le faire par le plongeur, mais à mon avis, il faut pousser une pompe à ce moment-là. C'est vrai. D'accord? Tu pourrais remplir avec le cake fermé en remplissant par le plongeur. Ouais, mais tu sais pas... Et quand tu te purges, tu laisses le gros vase. Ah non! Non, sinon tu sais pas purger. Il faut que la pression monte dans le cake pour pouvoir purger. Quand tu purges, c'est un vide ou avec la bière dedans? Un vide. À vide et après aussi. Et puis après, tu l'ouvres? Après, tu le rouvres, ouais. En purgeant un vide, tu peux le faire aussi. Ah oui, mais comme... Du coup, le CG ne leur sort pas. Donc tu l'ouvres, mais comme le ouais, CO2 est plus bas, dès que ça fume, tu sais que... comme le CO2 est plus lourd, tu peux ouvrir le gros bouchon. Oui, après, Ok. ouais, tu pourrais le purger comme ça aussi. Ok. Moi, je le fais autrement, mais... En tout cas, c'est important, ça, c'est purger. Quelle que soit la technique. Et donc, et de purger aussi une fois que la bière est dedans. Et donc voilà, c'est très simple ce cake. Après, il faut un peu de matériel, donc il faut des connecteurs, du tuyau. Le plus simple, c'est... Enfin, moi je travaille avec du John Guest et le tuyau semi-rigide parce que c'est facile à changer. Il y en a pas mal qui travaillent avec du tuyau souple, mais là c'est avec des colliers, si tu veux changer les têtes, tout ça. Il n'y a qu'un fût qui fuit, c'est celui qui est pas en John Guest. C'est vrai? Voilà. Et donc voilà, il faut une bouteille de CO2. C'est vrai qu'investir une bouteille de CO2, c'est compter 140 € la première fois. Il y a 100 kilos. Tu dis? Une bite? Une 10, ouais. Enfin, tu vas le prendre avec les trous. Moi je me fais presque un an. Si après la rangée, ça te coûte moins cher alors. Quoi? La rangée, ça te coûte moins cher. Tu la remplis pas, Ah, mais oui, mais la caution, c'est ça. Ah, mais tu gardes ta caution, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, il y a la rangée. Est-ce qu'on a une idée en termes d'investissement? C'est moins combien ça revient? Le prix du keg, le prix du CO2, juste pour avoir une grosse idée. Un keg en occasion, si tu as une bonne occasion, on va en trouver pour 40, 50 €, c'est le bon prix. Et neuf? Très bon prix. Neuf, c'est 120 €, 150, mais d'accord. Et le prix d'un bonbonne de CO2, combien de temps tu vas avec et combien ça coûte? ça dépend. À la limite, ce qui est bien avec le CO2, c'est par exemple quand tu fais des dry hopping, tu peux purger tes fermenteurs, tout ça aussi. D'accord. Et même, dès que tu ouvres ton fermenteur, moi je refuche un peu au CO2. Et la bouteille? Le CO2, ça sert aussi pendant la fermentation. Et une bouteille, oui, ça veut dire combien de temps tu vas avec, c'est difficile à dire. Moi je vais à peu près quelques mois, une année parfois. Ah d'accord. Mon avis, ce qui prend beaucoup, c'est quand tu purges un fût, tu consommes beaucoup de CO2. Après, là, tu vas échanger ta bouteille, c'est 20 €, 25 €. Les connecteurs et tuyaux, tout ça, t'en as pour combien pour Les tuyaux ça coûte rien, les connecteurs un peu plus. quoi, 10 €, 20 €, 50 € le connecteur ou qu'est-ce que ça coûte Un petit connecteur en plastique, enfin comme ça. Enfin les connecteurs Ouais, les connecteurs. un connecteur bière. Je sais pas, c'est 10 €, c'est à 8-9 €, tout ça. Ah, si tu l'achètes en Chine, c'est 1 balle, 2 balles. Ouais. Après, il faut voir la qualité. Si tu l'achètes en Belgique et qu'ils disent Oh, en un Chine, truc c'est qui 10 fouille. balles. Après, tout est fabriqué en Chine, mais je pense qu'il y a des usines en Chine qui travaillent avec d'autres quand même.
Et donc voilà, investissement de départ. Après, il y a tout le matériel de. Voilà, La pompe. La pompe, ou alors un générateur. C'est la pompe qui va coûter le plus cher au final dans ton investissement. Quoi. Et les fûts, c'est on a quelques-uns. Et la pompe, on a une idée à peu près 500. Là, les petites Linder, là, c'est 300. C'est bien 300, ouais. 309. Hein. Ce qu'a pas donné. Après, tu peux trouver son deuxième main, Voilà. il faut chercher régulièrement. Moi, j'ai un acheté. Chez McDonald's, Et il faut tout chercher. on trouve des affaires. Généralement, les pompes, c'est du matériel solide. C'est rare qu'une pompe soit défaillante, il y a moyen de tout démonter, changer toutes les pièces. Ouais, peut-être un thermostat, mais c'est assez basique. Il n'y a pas d'électronique. Donc voilà. Donc ici, après la solution la moins chère pour les kegs, c'est de reprendre une consigne bêtement d'une brasserie. C'est 30 € une consigne. Comment ça s'appelle ce truc-là? C'est un fût normal, on va dire du commerce, je sais pas. On a fait presque. Et donc là c'est une tête creuse et voilà, quasiment tout se démonte, il y a des sécurités, mais on s'en ouvre pas mal. Et donc par contre la difficulté c'est qu'ici on ne sait pas mettre la main dedans par exemple, quand on a un bras différent sur Et voilà ses enfants. Et donc, ici c'est vraiment un plus gros plongeur où l'entrée de gaz et de bière est sur le même plongeur. En fait. On va l'ouvrir. Et donc, en fait, ici il a une sécurité, mais il y a un petit truc, c'est que sur ceux-là, il faut mettre une pièce de 2 cents pour faire sauter la sécurité. Et, donc, le premier truc à faire, je pense que c'est purger. Donc, comme je disais, c'est de purger. Donc on ferme toujours bien quand on branche une tête, on ferme, ça c'est la sortie bière, hein, ça sort. La pièce de 2 cents. Ah non, Ah j'ai pas mis. Et donc ici, moi je me suis fabriqué, j'ai modifié une tête pour pouvoir purger les fûts. En fait sur les têtes normales, il y a un anti-retour ici. Donc j'ai enlevé l'anti-retour et j'ai mis une vanne. Bah souvent l'anti-retour maintenant c'est le dévissé, c'est ce que tu Oui. Maintenant c'est avant c'était soudé, mais maintenant tu sais le dévisser. Et donc tu le dévisses et ça peut marquer. Parce qu'il y en a qui purgent par la sortie bière, mais c'est dégueulasse. Ici moi j'ai mis juste une vanne, donc voilà, quand on percute une bière, on ferme toujours bien les vannes. Puis on y va. Voilà, et après j'ouvre ici pour purger, il n'y a plus grand chose. Donc là il est purgé. Il était déjà. Quand tu dis purger, c'est enlever le truc. Tu le dépressurises. Ah, c'est pas les bulles, quoi. Non. Ah non, non. Après, donc voilà. Après, on peut seulement donc dévisser la tête. Donc chacun sa technique. Ici, on fait comme ça. Hop, on dévisse. Ce qu'il y a, c'est que ces fûts-là, en fait, ne sont pas faits nécessairement pour être démontés tout le temps. Et le joint est assez fin ici, donc il faut quand même être... faut faire attention au joint, il peut vite s'abîmer, et alors si c'est plus étanche, c'est chiant. Après, l'avantage, c'est que dès qu'elle est retournée dans le commerce, on reprend un autre. Là, ici, en fait, j'ai dévissé, mais le plongeur n'en sort pas parce qu'il y a une petite goupille qui est sortie, qui empêche de... Voilà, c'est une raison de sécurité. Si on le dévisse avec 3 barres dedans, on peut se le prendre à la tronche. C'est dangereux. C'est pas conseillé. Et donc, en fait, j'ai placé la pièce de 2 € là, de 2 cents. J'ai replacé la tête. À mon avis, il n'est pas bien mis. On va déjà chier à passer. Voilà. Et donc je repercute et normalement ça va couper. Voilà.
Donc vous voyez, c'est assez différent. Et en fait, la sécurité, c'est ce petit truc-là. Donc il y a moyen de l'enlever aussi si on veut. Tu dis? Et voilà, après aussi, l'ennui c'est que c'est pas nécessairement facile à nettoyer toute la partie là. Donc ça se démonte en partie. Enfin bon, ça se démonte. Mais il y a moyen de démonter tout le ressort, tout le bazar pour nettoyer vraiment bien les joints ici. Mais voilà, je pense que le mieux, à la limite, moi je ne l'ai pas encore fait, mais c'est de nouveau adapter une petite laveuse. Il y a moyen d'envoyer le liquide en fait, par là, donc avec le flux à l'envers, donc ce qui fait que la soude va arriver vraiment dans le cul et va tout se répandre partout. Et alors faire ressortir la solution par l'entrée-bière en fait. Donc par là, le liquide rentre par là et ressortir par là, retombe dans un bac qui est réaspiré, c'est un cycle fermé. Comme ça, il n'y a pas besoin de vérifier. Maintenant, ce que je me demande, c'est comment être sûr que c'est bien rincé tout ça sans l'ouvrir. Voilà. Il est gros comment le trou? Tu sais vraiment rien faire dedans. Hein? Ouais, d'accord. Tu sais vraiment rien. L'enfant, c'est pas soi. Pas des petits enfants. Il y a moyen. La question est intéressante. Ouais, le plus près. Il est gros comment ton trou? Il est pas très le plus près de mer, il est peut-être. Donc voilà. Ah, c'est filmé. Je m'étais dit que j'aurais dû apporter la laveuse de fût, mais j'ai oublié, de toute façon j'avais pas la place. Alors, ici il y a, enfin au niveau nettoyage, on n'est plus dans les fûts. Pascal, je sais pas où il est. Il y a un projet de faire une laveuse de bouteilles aussi. C'est ça avec les pigeons inox. Bon, c'est une laveuse qui va revenir à plus de 150 €. Mais elle sera full inox. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Oui, il y a toutes les histoires de pression. On travaille avec les fûts au début et même après. Il y a des trucs qui restent mystérieux, que la pression n'est pas toujours contrôlable. Voilà. Et je pense qu'il vaut mieux sous-carbonater toujours une bière en fût que surcarbonatée, parce qu'une fois qu'elle est surcarbonatée, c'est la merde. Quand tu la carbonates, ça a quelle pression Ouais, là il y a plein de techniques, donc oui, j'ai pas fini. Donc tu fais une refermentation au sucre, généralement à 4,5 grammes de sucre au litre, ou alors tu fais une carbonatation artificielle, forcée, au CO2. Et donc là tu le fais soit en statique, soit à la barbare, en secouant le fût. Et voilà, mais c'est vrai que le gaz, enfin le CO2, la température a une importance. Donc ça va toujours plus vite à froid qu'à chaud. C'est-à-dire que tu mets quoi, le cake dans le frigo, dans un frigo, Ouais. ou pendant que ça carbonate ou Moi, c'est ce que je fais, je le fais en statique. Je fais, la bière est à 5 degrés, le fût est à 5 degrés, et je branche 3 bars pendant 24 heures. D'accord. En laissant le fût à 5 degrés pendant les 24 heures. Voilà, c'est ça. en laissant la bouteille ouverte. Après, avec ce même le CO2 branché. Ah oui, d'accord. Les 24 heures. Maintenant, avec ce fût à 5 degrés, tu peux le faire rouler par terre à peu près 1 minute 30, je pense. Ouais. Et tout dépend de la vigorosité, de la vigueur de moyen. Voilà, c'est un peu aléatoire. Après, si toi, tu as un peu ta procédure qui fonctionne, généralement, c'est une question d'habitude. Et donc, voilà, l'avantage du keg aussi, c'est qu'une bière, en sortie de fermentation, elle peut être bue quasiment à la 5 minutes qui suivent. Si c'est une IPA et que tu l'as secoué comme un corps, elle sera cool. Si la bière est claire et que tu la secoues comme un porc, elle va rester claire. Si elle est claire. Oui, si tu la fais pas fermenter dedans. Oui. Et est-ce que tu travailles proprement? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que... Enfin, certains ont l'expérience avec les fûts en plastique, hein, donc
d'olium J'en ai pas. avec des fûts plastiques, comme on commence à voir maintenant, les d'olium ou les autres. L'expérience, est-ce que ça marche de la même manière ou, Bah, il y a les fûts à poche qui sont un peu différents. Parce que, quand même, quand tu laisses un fût branché comme ça, c'est que à un moment déjà ton CO2 va s'équilibrer, donc tu le pousseras moins correctement, il y a plein de trucs. Tu fais quand même entrer des trucs dans ta bière en fait. il y a avec poche et sans poche, c'est ça dans le Ouais, c'est par exemple, tu n'as pas de poche, donc ton CO2 il va directement en contact avec ta bière. Et donc ce qui sort pas mal maintenant, notamment les cliquets et les coffres aussi, tu pousses le CO2 sur ta poche en fait. C'est ça, ouais. Et donc ça c'est plus neutre pour la bière, et il y a beaucoup de barcraft qui commencent à l'utiliser comme ça. Et comment est-ce que la bière est carbonatée alors Tu la carbonates, tu carbonates la bière aussi. déjà avant et après tu la pousses par le sachet. Sinon je pense que tu peux sans doute injecter le CO2 par le pot de bière pour la carbonater. Et après, sur la nouvelle pompe à froid sec, la marque Linder est devenue un incontournable. Il y a maintenant sur les modèles un peu, les modèles les plus chers, tu as des compresseurs. Ouais. Et donc tu peux pousser ta bière directement avec de l'air et pas du CO2. Donc, non seulement tu as une machine hyper transportable qui refroidit quasiment tout la pose, toute la branche, ça démarre, mais en plus avec celle-là, tu n'as même pas besoin d'amener de bouteille de CO2. Mais avec les fûts à poche. Avec les fûts à poche. Oui, oui. Après, tu peux pousser ton quai avec de l'air. Si tu te prêtes tout de suite sur un festival, en tout cas, les brasseries poissons, ils savent que ça va partir. J'ai une question. Est-ce que c'est intéressant d'avoir un petit robinet avec une petite tube comme ça sur le côté à droite? Ah, un compensateur? Ouais. Un compensateur. Un robinet avec une petite pute. Comme ça à droite. Un compensateur. Ça dépend, sur les grosses tireuses à 20 d'eau, comme ça. C'est quoi la différence? Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ça permet de corriger la pression en fait. Et pourquoi sur les grosses ça y a Si pas ta pression n'est pas bonne, tu risques de pousser en fait. Normalement, tu as la pression dans ta ligne, tu dois plus ou moins équilibrer la pression dans ta bière, sinon elle mousse trop. Ce qu'il y a, c'est que sur les petites Linder à feu sec, tu n'as pas de serpentin. Bah, elle mousse. T'as que de la mousse quoi. Non mais ça veut dire quoi la pression dans ta ligne? Bah donc, tu as le fait que ta bière parcourt un certain chemin dans un tuyau d'un certain diamètre, ça fait une contre-pression en fait. Ouais. Ça la freine. Et donc, sous les grosses tireuses comme un RCLI, en général, ton chemin est assez long, etc. Donc, Et en plus, plus le chemin est long, plus le chemin est long, tu corriges, plus tu fais une contre-pression en fait. Donc, même sur les bières qui sont très carbonatées, en général, tu n'as pas de soucis. Même sur les petites, c'est vrai que le chemin est plus court. Et en fait, le compensateur, tu vas fermer une vie, en général, plus ou moins fort. Donc, tu vas générer la contre-pression que tu veux. Donc, quasiment peu importe la carbonatation de ta bière, tu arriveras toujours à l'utiliser. Donc, c'est ouvert dans la rue, parce qu'au pire, tu l'ouvres après, ça change rien. La longueur de son tuyau change quand c'est des Linder. Enfin, c'est une incidence. Mais dans une pompe comme ça, il y a quasiment 8 ou 9 mètres de serpentin en fait. Dans une grosse? Ouais, mais même dans les petites. Même dans les petites. Ouais, c'est la longue. Et donc tu as la résistance comme ça due à la longueur aussi, mais aussi la bière elle passe dans elle est aussi refroidie quasiment instantanément, ce qui fait que le CO2 rentre dans la bière. C'est configuré pour que la bière sorte sortir des robinets. Donc sur les Linder, tu es obligé d'avoir un compensateur. Parce que tu n'as pas tout cet effet de réduction de pression. Tu dis moi je pense que le circuit est juste plus court parce que refroidir le Linder, tu te sortir ta bière glacée quoi. Oui, mais c'est une question de température en fait. Je pense que c'est plus une question de tradition. Linder, c'est plus des produits modernes et du coup, c'est pour du craft. Genre Nico, il a des compensateurs sur sa pompe. Ça permet d'ouvrir la pompe au-dessus du verre, de la fermer au-dessus et d'avoir un verre. Tandis que les pompes, comme elles sortent les mains d'eau sans compensateur, elles sortent force. Il faut ouvrir, laisser couler, mettre et puis fermer quand. Moi, je ne saurais pas m'en passer. Ouais. Alors moi, je fais toujours des carbonatations et ça me fait mal. Et c'est quoi qu'un beer gun alors?
Et un Virgun, Je suis un atelier. Mais je ne sais pas ce que c'est. c'est un pistolet qui permet de remplir des bouteilles à partir d'un fût. Ah, ok, donc c'est pas pour remplir, entre guillemets, ça n'existe pas, la solution toute faite, sans avoir demandé de bonbonnes, par exemple, de gaz sur le côté, d'avoir juste, entre guillemets, ton fût où tu peux facilement, sans avoir de gaz à côté, remplir, voilà. Moi, c'est ça que je pensais, en fait, un Virgun, c'est super, t'arrives chez des amis, t'as ton fût, tac, 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 t'as pas besoin de bonbonnes de gaz, facile à transporter, genre un petit fût, genre 5-10 litres, t'arrives, tu fais ta soirée, et tu repars avec ton truc, sans avoir beaucoup de matériel. C'est Par pas gravité, il n'y a pas moyen. Ok, Si, mais le problème c'est que tu pas dégazé parce que tu vides. Mais c'est toute la difficulté, c'est l'équilibre de pression dans les tuyauteries, tout ça. Tu peux, comme les casques en fait, si tu pompes la bière, à ce moment-là, tu as produit La bière l'oxygène. plate, oui. J'ai déjà vu aussi des mini-capsules là, avec du CO2. Ouais. c'est ce que j'avais demandé. Je me demande si on s'est tiré un micro-fait. Les mini-capsules. École, non? Ah, moi j'ai jamais essayé, mais j'ai déjà vu. Ouais, c'est super dangereux, ça te passe à la gueule qui te porte un Tant que la moustache n'a rien. Non, mais les mini-capsules du site. Non, je vois pas l'intérêt. C'est C'est mettre des petites capsules sur la terre et directement. L'intérêt, c'est que t'as encore moins. Ouais, alors Parce que ça fait froid. non, ça fonctionne. Après, t'as des bouteilles de 2 kg aussi, ou même de 500 grammes. Après, il faut un manomètre, il faut ça. L'ennui de petites cartouches, c'est que c'est pas réglable. Je sais pas combien ça sort. Mais via la guide. C'est-à-dire qu'il monte et Ah ouais. tu branches ton truc dans la tête et c'est Ah, mais le manomètre. Ok. Ça coûte combien? Un fût, une pompe, les tuyaux? Ça peut coûter cher. 1000 balles. Tu comptes. Ça dépend du modèle. Il y a moyen de le faire sans pompe, évidemment. Les pompes, ça va de 250 à 1500 euros. Sans pompe. Dans un frigo? Il y en a eu on arrivait à 25 euros. Il y a eu un plan. Ouais, mais écoute, c'est la bêtement la pompe, elle est déjà. Ouais, c'est tout, attends. Tout coûte, mais la pompe, ça reste de l'inox aussi, donc. Tu fais un gel, il faut un frigo aussi, il faut quand même la tuyauterie. Est-ce que c'est. Ouais, je sais pas si. Voilà. Je sais pas ce que je peux dire d'autre. Merci.